4 décembre 2009, Connecticut. Une jeune femme de 24 ans disparaît sans laisser de traces. Son corps sera retrouvé carbonisé dans une forêt, mutilé au point d'être méconnaissable. Pas de visage, pas d'empreinte digitale, pas de tatouage. Le tueur a tout prévu, tout calculé, tout effacé. Sauf une chose. Et cette erreur va le conduire directement en prison. Bienvenue sur Chronique criminelle où nous décortiquons les affaires les plus troublantes, non pas pour vous choquer, mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, nous analysons un meurtre prémédité, une tentative sophistiquée de dissimulation et la science forensique qui a tout révélé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un détail minuscule a fait basculer toute l'enquête. Le 4 décembre 2009, un automobiliste roule sur l'autoroute du Connecticut quand il aperçoit des flammes dans une forêt en bordure de route. Il pense d'abord à un simple feu de broussailles. Il appelle les pompiers et tente d'éteindre l'incendie lui-même. Mais lorsque les pompiers arrivent et maîtrisent les flammes, il découvre quelque chose qui va transformer cette intervention de routine en scène de crime. Ce n'est pas un arbre qui brûle. C'est un corps humain, enveloppé dans du plastique, des couvertures, du ruban adhésif, le tout soigneusement emballé avant d'être incendié. Les enquêteurs sécurisent immédiatement le périmètre. Les pompiers utilisent une technique particulière, ils projettent l'eau vers le haut pour que les produits chimiques retombent en douceur, préservant ainsi les preuves potentielles. La route est fermée. Chaque centimètre carré est passé au peigne fin. Rien. Pas d'armes, pas de témoins, pas d'indices visibles. Tout indique que le meurtre a eu lieu ailleurs et que le corps a été transporté ici dans l'unique but de détruire son identité. Le corps est transféré au bureau du médecin légiste en chef de l'État, et c'est là que l'horreur prend toute son ampleur. Lorsque le docteur Wayne Carver retire délicatement le ruban adhésif, l'équipe découvre une jeune femme dans la vingtaine. Mais ce qui suit est méthodique, calculé, terrifiant. Son nez a été retiré, ses oreilles également. Ses yeux ont été enlevés. Les doigts de ses mains et de ses pieds ont été sectionnés et une large portion de peau a été découpée dans son dos. Remarquez la logique derrière cette mutilation. Pas d'empreinte digitale pour identification, pas de trait du visage pour reconnaissance, et visiblement un tatouage qui a été soigneusement excisé. Ce n'est pas de la rage. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est une tentative délibérée et sophistiquée d'effacer toute possibilité d'identification. Mais observez attentivement ce qui suit. Le tueur a pensé à tout, sauf à une chose que nous allons découvrir ensemble. Les enquêteurs consultent les rapports de personnes disparues dans le Connecticut. Aucune correspondance. Ils élargissent la recherche aux États voisins. Et là, un nom apparaît. Rebecca Koster, 24 ans, infirmière, disparue de Long Island, New York, à environ 130 km du lieu de découverte. Le rapport mentionne un tatouage, un grand papillon dans le dos. L'emplacement correspond à la zone de peau manquante. Mais la distance pose question. Pourquoi transporter un corps aussi loin? Les enquêteurs restent prudents. Et c'est ici que la science forensique entre en jeu de manière décisive. Le docteur Carver examine la dentition de la victime. Intacte, parfaitement préservée. Il demande aux parents de Rebecca de fournir ses dossiers dentaires. La comparaison est effectuée. Correspondance absolue. L'identité est confirmée. La victime est bien Rebecca Koster. Ce qui est fascinant ici, c'est que le tueur a pensé à éliminer tous les marqueurs d'identification visibles, mais il a oublié que les dents sont aussi uniques qu'une empreinte digitale. Et contrairement au tissu mou, elles résistent au feu. Cette erreur vient de lui coûter son anonymat. Rebecca Koster était une jeune infirmière appréciée, vivant avec ses parents et son jeune frère à Long Island, New York. Pas d'ennemis connus, pas de conflits, une vie ordinaire et stable. Le 3 décembre 2009, elle sort avec des amis dans un bar local. Elle rentre chez elle vers 3h30 du matin, appelle sa mère pour lui dire bonne nuit et monte se coucher. Le lendemain matin, elle ne se présente pas au travail. Ses parents vérifient sa chambre, vide. Sa voiture est là, son sac est là, mais son téléphone et elle ont disparu. 3 jours plus tard, sa mère reçoit 2 messages terrifiants depuis le téléphone de Rebecca. Premier message, « Je ne sais pas où je suis. J'ai besoin d'aide. » Deuxième message, «
Dan m'a attaché dans un entrepôt. Je crois qu'il va me tuer. Dan était son nouveau petit ami. La police se précipite à son domicile. Perquisition complète. Rien. Dan nie catégoriquement. Il affirme l'avoir raccompagnée chez elle saine et sauve. Il accepte de passer un test polygraphique. Il échoue. Mais ici un point crucial. Le polygraphe n'est pas admissible devant un tribunal. Ce n'est qu'un indicateur, pas une preuve. Sans élément matériel, Dan est relâché. Les enquêteurs sont dans une impasse, jusqu'à ce que le corps soit découvert. Le docteur Carver effectue une analyse toxicologique complète. Résultat, ni trace d'alcool, ni drogue. Ce détail est crucial. Observez le raisonnement. Rebecca a consommé de l'alcool au bar. Si son corps ne contient plus aucune trace d'alcool au moment du décès, cela signifie qu'elle a survécu plusieurs heures après son retour à la maison, le temps que son organisme métabolise complètement l'alcool. Le médecin légiste estime l'heure du décès aux alentours de 8 heures du matin. Autre constatation, pas de suie dans les poumons. Elle était déjà morte quand le feu a été allumé. Cause de décès, coup de couteau mortel au foie et à la gorge. Précis, profond, fatal. Pendant ce temps, les enquêteurs analysent les relevés téléphoniques de Rebecca. 2 appels dans la nuit d'un numéro qui commence par 617. Le premier dure 15 minutes, le deuxième 20 secondes. Le numéro est un téléphone jetable, activé le jour du crime, puis désactivé immédiatement après l'usage. Les enquêteurs récupèrent les enregistrements de vidéosurveillance du bar. Et là, quelque chose d'intéressant apparaît. Rebecca est assise seule à un moment donné. Un homme s'approche. Homme noir, carrure imposante. Il lui parle. Il prend son téléphone et y entre quelque chose. Les amis de Rebecca sont interrogés à nouveau. Une de ses amies, Jennifer, se souvient d'un homme qu'il avait abordé ce soir-là. Un homme qu'elle décrit comme étrange et dérangeant. Il avait insisté pour enregistrer son numéro dans son téléphone sous le nom de Jay Brown. Les enquêteurs vérifient ce numéro. C'est le même que celui qui a appelé Rebecca. Jay Brown n'existe pas. C'est un faux nom. Mais ce qui va suivre est encore plus troublant. Le laboratoire termine l'analyse du ruban adhésif trouvé sur le corps. Et là, une empreinte claire apparaît. Cette empreinte correspond à un individu fiché dans la base de données nationale Evans Kensler, condamnations antérieures pour violences domestiques et agressions sur des femmes. Sa photo est présentée à Jennifer. C'est lui. C'est l'homme du bar. Evans Kensler, alias Jay Brown, est arrêté. Lors de son interrogatoire, il change plusieurs fois de version. D'abord, il nie tout contact avec Rebecca. Puis, confronté aux preuves, il modifie son récit. Il prétend qu'ils se sont vus, qu'elle est montée dans sa voiture volontairement, qu'elle a soudainement eu une crise, de la poume sortant de sa bouche. Paniqué, selon lui, il aurait alors décidé de mutiler le corps et de le brûler pour éviter d'être accusé. Mais l'autopsie détruit cette version. Pas de fracture crânienne, pas de traumatisme à la tête, seulement des coups de couteau précis portés alors qu'elle était vivante. Du sang de Rebecca est retrouvé sur le siège avant de sa voiture, contredisant sa version où elle serait montée à l'arrière. Tout indique un meurtre prémédité suivi d'une tentative minutieuse de dissimulation. Le procès dure 4 semaines. Les parents de Rebecca et son frère assistent à chaque audience, jour après jour. Le jury délibère. Verdict: coupable de meurtre au premier degré. Evans Kensler est condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale incompressible de 25 ans. Cette affaire a commencé avec un corps sans visage, sans empreinte, sans identité apparente. Un meurtre qui aurait pu rester non résolu. Mais la science forensique a transformé ce corps en témoin silencieux. Les dents ont révélé son identité, le ruban adhésif a livré l'empreinte du tueur, le sang dans la voiture a reconstruit la scène du crime. Evans Kensler avait un plan minutieux, mais il a sous-estimé une chose. En médecine légale, il n'existe pas de crime parfait, seulement des erreurs pas encore découvertes. La mère de Rebecca a déclaré dans une interview: « Il y a des monstres qui marchent parmi nous, et ils ressemblent à des gens normaux. Il faut toujours réfléchir à 2 fois avant de faire confiance à un inconnu. » Sur Chronique criminelle. Nous ne cherchons pas à juger, nous cherchons à comprendre. Car comprendre, c'est peut-être prévenir. Si cette enquête vous a interpellé, abonnez-vous pour ne pas manquer aucune de nos analyses.
Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que ce crime aurait pu être évité? Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle enquête.